Nous en sommes maintenant à la période de questions et réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le gouvernement nage comme c'est son habitude en pleine improvisation. Cette semaine, le ministre des Transports a refusé de révéler les études en cours sur le troisième lien et le coût du projet. La seule réponse qu'on obtient, c'est « en temps et lieu ». Monsieur le Président, ce n'est pas très sérieux. On refuse de dévoiler les détails du tracé, on refuse de dévoiler le nombre de voies, on refuse de dévoiler les coûts. Certains jours, on nous dit qu'il va y avoir du péage, d'autres non. Certains jours, ils ont besoin du fédéral, d'autres fois non. Mais on nous dit que ça avance. Et ce qui est le plus ironique, c'est que lorsqu'on demande plus d'informations sur cet important projet, on nous accuse d'être contre. Monsieur le Président, nous sommes favorables à un lien entre Québec et Lévis. On veut se lever pour obtenir des réponses, on veut se lever pour avoir le meilleur projet possible. Pas question que le premier ministre gère le dossier comme ses maternelles 4 ans ou encore les tarifs d'hydro. Le premier ministre doit permettre à la population d'obtenir les réponses aux questions que tout le monde se pose sur ce projet. Peut-il faire entendre raison à son ministre et accepter la demande du député de Lapinière afin d'échanger avec le directeur du bureau du projet? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, pendant plusieurs années, le Parti libéral a été pour un troisième lien et pendant plusieurs années, ils n'ont pas été capables de nous dire le coût de ce projet-là. Monsieur le Président, contrairement au gouvernement libéral, nous, on a mis en place tout ce qui est nécessaire pour bien évaluer les différents scénarios, bien évaluer le coût de ce projet-là. Monsieur le Président, dès que les informations seront disponibles, on les rendra publiques. Pour l'instant, les gens travaillent sur le projet et les études avancent bien, mais ils ne sont pas complétés. Complémentaire, la parole appartient au chef de l'opposition officielle. Hier, à Québec, il y avait un débat économique dans le cadre de l'élection fédérale. Les partis ont dit on est prêt à faire un chèque. D'autres ont dit le projet n'existe même pas. Raison de plus d'entendre le directeur du bureau de projet. Pourquoi vous le cachez dans un bureau? Comme le député de La Pelletrie l'a déjà dit, les citoyens doivent avoir toute l'information. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il d'écouter les paroles de son député, d'informer la population maintenant, pas dans des mois? Je vous rappelle le terme caché. Attention, encore une fois, à des mots à être utilisés. Monsieur le Premier ministre, votre réponse. Monsieur le Président, à l'époque du gouvernement libéral, je ne sais pas si le directeur du projet était caché ou s'il y en avait un ou si c'était un fantôme, mais on n'a jamais réussi à avoir aucune information. Monsieur le Président, contrairement à ce qu'a fait le Parti libéral, nous, on va bien étudier, bien chiffrer, bien évaluer les différents scénarios. Lorsque les informations seront disponibles, on va les rendre publiques. Une complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je ne sais pas, Monsieur le Président, si le premier ministre écoute la radio, mais les gens de Québec questionnent actuellement la gestion du dossier par la Coalition Avenir Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, un troisième lien vert? Combien y aurait-il de voies pour les automobilistes? La population n'en peut plus de l'improvisation. Êtes-vous au moins capable de dire aux gens de Québec, je vais m'essayer là-dessus, si ça va coûter plus ou moins que les 2 milliards avancés par le député de La Pelletrie l'an dernier? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on a un Parti libéral qui dit « Faites pas ce que j'ai fait, mais faites ce que je dis ». Mais, Monsieur le Président, alors que le Parti libéral a rien fait pendant des années, nous, on a du monde au travail. Là, on a actuellement une dizaine de personnes qui travaillent à temps plein à évaluer le coût du troisième lien. Quand le travail va être complété, on va faire les choses correctement, mais quand le travail sera complété, on rendra public les données. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Encore une fois, Monsieur le Président, le premier ministre essaie de gagner du temps. Personne ne veut une autre catastrophe comme sa gestion du dossier des maternelles 4 ans. Les gens de Québec veulent que ce soit géré de façon serrée. Si ça va si bien, si ça avance tellement bien, pourquoi bâillonner Frédéric Pellerin, le directeur du bureau de projet? Lui, il a les réponses. Laissez-le répondre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quand le chef du Parti libéral parle de catastrophe, il devrait se regarder un peu dans le miroir.
c'est le gouvernement libéral, puis il était là, qui a donné beaucoup trop d'argent aux médecins spécialistes. On est en train de récupérer l'argent des Québécois qui a été donné en trop avec la mauvaise gestion du gouvernement libéral. Donc, s'il vous plaît, évitez de donner des leçons, puis regardez-vous dans le miroir. S'il vous plaît, je vous demande votre collaboration habituelle, c'est-à-dire celle d'être attentif tant aux questions qu'aux réponses. La parole n'appartient maintenant qu'à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, on apprend ce matin que le ministre de l'Économie est prêt à investir 30 millions de dollars de deniers publics dans une entreprise qui est soupçonnée d'espionnage. Monsieur le Président, ça ne s'invente pas. Un employé de Boeing a même été condamné à 15 ans de prison pour avoir volé des secrets qu'il aurait vendus à l'entreprise. À la question, est-ce que le ministre est à l'aise avec ça? Il répond, oui, je suis à l'aise avec le risque que je prends. Alors, vous savez que les premières personnes qui nous regardent, ce sont les gens qui sont aux États-Unis. Ils nous scrutent à la loupe. On l'a vu expérimenté par le passé. Au niveau du ciment, ils nous regardent. L'aluminium, l'acier, ils regardent tout ce qu'on fait. Ils regardent le bois d'œuvre, ce que l'on fait. L'aérospatial, ce que l'on fait. On est scruté à la loupe. Alors, lorsque l'on parle de risques, on a des risques réputationnels, des risques géopolitiques, des risques économiques, des risques financiers. J'aimerais simplement savoir avec lequel de ces risques est-ce que le ministre de l'Économie est à l'aise. Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je vais peut-être juste corriger un petit peu le contexte de la transaction qui a été annoncée ce matin. Premièrement, c'est un projet qui est très structurant pour le Québec au niveau de notre groupe aéronautique. Deuxièmement, nous devenons investisseurs dans une société française avec le gouvernement français de BPI, pour être précis, dans lequel la société chinoise a une participation de 25 %. Nous sommes aussi à créer une filiale québécoise dans laquelle nous serons majoritaires, dans laquelle la compagnie chinoise n'est pas actionnaire. Nous investissons 20 millions d'euros pour le projet, pour lequel nous allons recevoir des retombées économiques en recherche et développement pour la construction du dirigeable de l'ordre de 28 millions d'euros. Donc, on va recevoir plus d'argent en retombées économiques que ce qu'on investit. Deuxièmement, la société chinoise n'a aucun rapport légal avec les emplois qu'on va créer ici au Québec, l'API qu'on va développer, qu'on va retenir. Donc, la relation entre cette société-là et ce qui se passe au Québec, elle est distincte. L'association qu'on a indirectement au niveau du holding est préoccupante. Comme tout le monde, je regarde les soupçons de collusion, d'espionnage. On est sensible à ça. Mais pour le Québec, nous sommes protégés. Bravo. Première complémentaire, Madame la députée. Sensible à la collusion, sensible à l'espionnage. Depuis le début, on dit qu'on a un manque de transparence avec le ministre parce qu'on le voit dans toutes les transactions qu'il fait. Hier, sur le projet de loi 27, Monsieur le Président, j'ai dit combien de fois vous pensez que le mot transparence et le mot reddition de compte apparaissent dans le projet de loi? C'est pas trop compliqué, c'est zéro. 0 fois. Alors, ce qu'il a dit ce matin, quand l'entente sera signée, on va donner tous les détails de la transaction. Les Québécois ont le droit de savoir ce sur quoi le ministre est prêt à prendre tous les risques. Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je n'ai pas compris la question, mais je vais juste répondre que le problème de la transaction n'est pas conclu. Ce matin, on a parlé d'un décret qui a été rendu public. J'ai commenté sur la transaction. Quand elle sera finalisée, je pourrai donner plus de détails. La transparence, ça ne se mesure pas a priori, mais a posteriori. La transaction n'est pas consommée encore. Alors, je ne comprends pas aucunement comment on peut accuser, de la part de députés de Saint-Sainte-Anne, de manque de transparence sur quelque chose qui n'est même pas arrivé encore. Je pense qu'elle devrait faire ses devoirs. Madame la députée de Saint-Sainte-Anne, votre attention toujours, s'il vous plaît. J'ai bien entendu, Monsieur le Président, la transparence, ça ne se mesure pas a priori, mais a posteriori. Alors, on peut faire tout ce qu'on veut, mais pourvu qu'on donne de la transparence après que la transaction a été signée. Honnêtement, c'est une définition particulière de la transparence, Monsieur le Président. Alors, je résume. Le gouvernement du Québec veut investir 30 millions de deniers publics dans une société étrangère qui est soupçonnée d'espionnage, qui crée des risques géopolitiques, des risques financiers, peut-être des risques économiques pour le Québec. Et le ministre est à l'aise avec ça. Monsieur le Président, je demande au premier ministre de rappeler à l'ordre son ministre. Monsieur le ministre de l'Économie. Premièrement, j'aimerais corriger la fausseté qui vient d'être dite. Premièrement, le gouvernement... Monsieur le leader de l'opposition officielle. On doit prendre la parole des collègues. Je vous prierai de rappeler à l'ordre. Hein? C'est évident. Oui, vous avez compris. Je pense que la règle est comprise. Non, je m'excuse 2 secondes. Vous aurez compris que la règle, elle est claire également. Je vous demande, Monsieur le ministre de l'Économie, d'être prudent et de ne pas utiliser ce que vous savez ne pas devoir être utilisé. Monsieur le leader, je pense que Monsieur le leader du gouvernement, c'est assez clair, là.
La règle vient d'être dite. Monsieur le leader du gouvernement, on poursuit, s'il vous plaît, en question. Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le leader du gouvernement. Transparent. Monsieur le Président, lorsqu'on prête des intentions au gouvernement sur une absence de transparence, c'est prêter des intentions. Deuxièmement... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Deuxièmement, Monsieur le Président, veut rétablir les faits, c'est son souhait, et il aura l'occasion de le faire dans la question. Monsieur le ministre de l'Économie est appelé à poursuivre sa réponse. Il vous demande votre attention à tous. Merci. Je m'excuse, je ne dirai plus ce que je pense. Alors, j'aimerais corriger... S'il vous plaît. Deux secondes. Non, mais ça, on ne continuera pas à... On vient de se dire des choses, là. On veut que ça fonctionne bien. Je vous demande encore votre attention, tant sur les questions que les réponses, sur la façon d'utiliser les mots, sur ce que l'on dit. Il y a un objectif à atteindre. Je pense que le public le souhaite aussi. Je vous demande de continuer votre réponse. Alors, Monsieur le Président, juste pour remettre les faits, le gouvernement du Québec n'investit pas dans une société dans laquelle les compagnies chinoises sont présentes. Nous avons investi dans une société holding. On a 25 les Chinois 25 le gouvernement français a 25 la filiale québécoise, qui est détenue par nous, pas par les Chinois, c'est là que ça va se passer. Il n'y a aucun risque de dire qu'on investit dans une société qui a fait de l'espionnage. C'est faux, c'est pas vrai. Deuxièmement, la transparence, ça se mesure. S'il fallait que je... Question principale. Monsieur le député de Pontiac, vous êtes le seul maintenant à avoir la parole et on poursuit. Monsieur le Président, la ministre de la Santé est au courant depuis longtemps, mais les résultats des projets ratios pour les nombres d'infirmières et de préposés sont maintenant connus et l'effet est évident. Augmentation significative de la capacité de marcher de certains patients. Diminution du nombre de chutes. On est capable de retirer des contentions, de diminuer l'utilisation de médicaments, affirment les infirmières. En CHSLD, on a pu évaluer certains patients en 10 jours plutôt qu'en 7 ou 8 semaines. Et c'est le même constat, Monsieur le Président, du côté des conditions du personnel. Les infirmières affirment avoir été plus souriantes, plus patientes avec les usagers, moins épuisées après un quart de travail. Et pourtant, à la fin des projets pilotes, la ministre a renvoyé les équipes chez eux. Retour au ratio habituel, retour aux enjeux habituels. Les infirmières le disent, tout ce qu'on avait réussi à avoir comme bénéfice est au ralenti. Monsieur le Président, on parle de la vie des Québécois, de marcher, d'être bien médicamenté, de permettre à notre personnel de mieux traiter les patients. Quand est-ce que la ministre va donner suite au projet? Quand est-ce qu'elle va déposer une loi sur les ratios? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, je suis contente que mon collègue me pose la question parce que ça permet de clarifier certains points. D'abord, il y a eu 19 projets ratios qui ont été mis sur pied. Il y en a un qui n'est pas terminé, qui se termine en décembre. Et nous allons poursuivre l'analyse de tous ces projets ratios, Monsieur le Président, et évidemment de toutes ces orientations-là. Et je veux aussi préciser que pour l'ensemble des projets ratios qui sont terminés, on a maintenu les effectifs. Mais vous savez, Monsieur le Président, là, pour maintenir des effectifs, là, il faut embaucher. Et nous, comme gouvernement, cette année, on investit 200 millions de dollars, du jamais vu depuis des années, pour embaucher des infirmières et des préposés aux bénéficiaires et donc pour justement diminuer la charge de travail des infirmières dans le réseau de la santé et des services sociaux. Alors voilà, Monsieur le Président, nous, on poursuit nos efforts. Les projets ratios vont être analysés. Il y en a un qui se termine en décembre et on va poursuivre nos actions pour diminuer la charge de travail de nos infirmières, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac, la parole est à vous. Monsieur le Président, les lignes de la ministre sont aussi tristes que celles de son attaché de presse dans le journal. Ils nous disent que les projets ratios sont en analyse. Il est prématuré de parler d'une loi. On travaille avec la FIC. Bien, la FIC, là, comme les infirmières qui ont pu réaliser des petits miracles, Monsieur le Président, comme les patients qui ont vu leur vie changer avec les infirmières additionnelles, comme les Québécois qui ont voté en se fiant à votre parole que le temps supplémentaire obligatoire serait aboli en 1 an, bien, tout ce monde-là, ils ne comprennent pas vos lignes. Ils ne comprennent pas votre refus d'avancer. Ils ne comprennent pas pourquoi vous leur dites non. Je vous demande toujours de vous adresser à la présidence. La parole appartient à la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, oui, on a pris l'engagement de cesser le temps supplémentaire obligatoire à l'intérieur de ce mandat-ci, ce que les libéraux n'ont jamais fait, D'ailleurs, la situation s'est détériorée, Monsieur le Président,
Dans les 4 années où ils ont été au pouvoir, où l'ancien ministre de la Santé et des Services sociaux a été au pouvoir, l'assurance maladie, Monsieur le Président, a augmenté de façon faramineuse, 590 millions payés en congé, en absence maladie, Monsieur le Président, un réseau qu'on a trouvé détérioré quand je suis entrée en fonction, Monsieur le Président. Je vous rappelle que lorsque quelqu'un répond, il a la parole. S'il vous plaît. Monsieur le député de Pontiac, vous l'avez maintenant, on vous écoute. La ministre vient de se donner d'elle-même, sans demander à personne, 3 ans supplémentaires pour réaliser son engagement, Monsieur le Président. La présidente de la FIC a dit, avec raison, qu'elle commence à perdre patience. Je la cite. Si la ministre veut montrer que son engagement est réel, je m'attends à ce qu'elle monte le ton et qu'elle aille de l'avant avec des mesures très avancées. Monsieur le Président, la ministre avait promis d'éradiquer le temps supplémentaire en 1 an. C'est son mot, éradiquer. Bien, l'année est finie, puis il ne s'est rien passé. Dites-moi, Madame la ministre, il est quand votre fameux « maintenant » ? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, moi, je rencontre régulièrement la présidente de la FIC. On a beaucoup d'échanges par rapport à la situation de nos infirmières dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et on a bien conscience que pour diminuer le temps supplémentaire et le temps supplémentaire obligatoire, il faut embaucher, Monsieur le Président. Il faut embaucher des infirmières, même des infirmières qui sont parties à la retraite et qui sont parties de façon prématurée parce que les conditions étaient tellement difficiles, Monsieur le Président. On a perdu du personnel. Nous, on demande aux gens de revenir parce qu'on veut créer de bonnes conditions pour nos infirmières et pour l'ensemble du personnel du réseau, Monsieur le Président. Pas de commentaire de 1, de 2, votre collaboration. À nouveau, question principale. Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Après les fuites de données personnelles chez Desjardins, après celles survenues chez Capital One, Revenu Québec, une fois de plus, on assiste à une situation dans laquelle les données personnelles de plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens ont été compromises. Il s'agit cette fois-ci, Monsieur le Président, de Crédit TransUnion. Le Parti québécois a proposé une commission parlementaire dès cet été pour questionner Desjardins sur la protection des données personnelles. Nous avons par la suite demandé une commission parlementaire élargie pour pouvoir entendre d'autres groupes comme Capital One, Equifax, TransUnion, l'Association des banquiers canadiens, Revenu Québec, des experts, la police. Le gouvernement a voté contre la commission parlementaire et n'a posé aucune action pour rassurer la population. Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement refuse toujours-t-il de tenir une commission parlementaire sur la protection des données personnelles dans le public comme dans le privé? Monsieur le ministre des Finances. Oui, Monsieur le Président, nous nous sommes engagés à déposer un projet de loi sur les agences de crédit. Il y a 2 multinationales dans ce domaine, Equifax et TransUnion. Or, le Québec est la seule province qui n'a pas de loi qui réglemente les agences de crédit. Alors, on s'en occupe, Monsieur le Président. Oui. Alors, je vais donner les 3 piliers de ce que nous allons proposer. Il y aura d'abord un régime d'inscription, un régime de surveillance et des responsabilités qui seront associées à ces agences de crédit. Et bien sûr, nous voulons offrir le gel de crédit, une protection efficace contre le vol d'identité. Et nous faisons ça pour les Québécois, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Les citoyens du Québec ont droit à des réponses et des solutions aujourd'hui. La protection des renseignements personnels devrait faire partie des priorités du gouvernement pour que ce genre de situation ne survienne plus. Ce qu'on demande, Monsieur le Président, c'est d'entendre des groupes qu'on développe tous ensemble, entre parlementaires, des solutions qui vont satisfaire les Québécois et les Québécoises. Pourquoi, Monsieur le Président, le gouvernement ne veut pas entendre notre proposition que tous les parlementaires puissent se réunir en commission parlementaire pour qu'on trouve une solution globale à un problème qui touche tous nos Québécois? Pourquoi attendre? Madame la ministre de la Justice. Oui, Monsieur le Président, ça va nous permettre de démontrer encore une fois de plus cette question que le gouvernement travaille ensemble dans l'intérêt des citoyens. La question des données personnelles, de la protection des renseignements personnels est une question qui est multifacette, comme vous pouvez le voir. Mon collègue aux finances travaille sur la question des données, de la sécurité des données financières du crédit. De mon côté, je suis responsable de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et je travaille également à consolider les lois et à travailler sur 3 aspects. Il y aura l'aspect des données qui sont détenues par les organismes publics, l'aspect des données qui sont détenues par les organismes privés et l'aspect des données qui sont détenues également par les partis politiques, tel qu'a été mentionné par le DGEQ au printemps passé. Terminant. Alors, nous sommes en action. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition.
Monsieur le Président, il y a eu des fuites de données chez Desjardins, Capital One, Equifax, Revenu Québec, TransUnion. Il y a peut-être des Québécois qui ont eu la malchance d'être touchés 5 fois. C'est pas sérieux, Monsieur le Président, d'attendre encore les actions concrètes. Ça va faire bientôt 4 mois qu'il y a eu la fuite chez Desjardins et rien n'a encore été fait. Combien de fuites ça va prendre, Monsieur le Président, pour que le gouvernement agisse et nous permette d'entendre des groupes pour qu'ensemble, entre parlementaires, nous trouvons une solution globale, acceptée et voulue par tous les Québécois? Madame la ministre de la Justice. Alors, on partage les mêmes préoccupations que mon collègue, Monsieur le Président, nous, au gouvernement. On fait partie des gens qui sont sur le terrain, également touchés par la fuite de données chez Desjardins. Donc, nous sommes bien au fait de ça, bien conscients de tout ça. Alors, je veux rassurer la population, on travaille ensemble, on travaille en équipe. Il y a plusieurs aspects à ce problème-là et nous sommes en train de travailler sur des solutions concrètes, Monsieur le Président. Question principale. Madame la députée de Mercier. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi sur le taxi va bouleverser la vie de milliers de familles au Québec, des familles immigrantes pour la plupart. C'est pas rien et je suis certaine que le ministre le reconnaît. C'est pour ça qu'on a travaillé sérieusement sur le projet de loi. On a travaillé rapidement. Dans les 3 derniers jours, on a adopté 221 articles, Monsieur le Président. Si on travaille à ce rythme, c'est parce que le gouvernement veut absolument légiférer avant la fin du projet pilote des libéraux sur Uber. Là où le bas blesse, c'est qu'on n'a toujours pas les résultats du projet pilote. Le ministre est tellement pressé qu'il nous demande de voter sa loi sans connaître les résultats de 3 ans d'Uber au Québec. C'est comme, par exemple, quand on met une pilule sur le marché sans même avoir lu les analyses de laboratoire. Ça n'a pas de bon sens. S'il veut que les députés de cette Assemblée prennent une décision éclairée, est-il prêt à rendre public le rapport sur le projet pilote? Monsieur le ministre des Transports. Président, on m'accuse de vouloir aller trop vite. On a déposé ce projet de loi en mars dernier. Ça fait plus de 6 mois. On a passé plus de 115 heures en commission parlementaire. Et croyez-le ou non, lundi, mardi, oui, on a réussi à adopter près de 140 articles en 2 jours. Et là, soudainement, depuis hier, il y a un blocage. Un blocage de Québec solidaire et du Parti québécois. Il reste à peu près 7 articles à adopter. Hier, j'ai demandé le consentement de tous les partis politiques pour être capable d'adopter ces 7 articles. Le Parti libéral a donné son consentement. Québec solidaire a dit non. Le Parti québécois a dit non. Alors, je reste persuadé aujourd'hui que d'ici 13 heures, on sera capable d'adopter les 7 derniers articles et d'avoir le consentement des oppositions pour être capable d'adopter aujourd'hui la prise en considération et l'adoption finale de cette loi. Au bénéfice de qui? Souvenez-vous, la première fois que je me suis levé ici, au bénéfice des clients, au bénéfice des usagers pour moderniser et pérenniser l'industrie du taxi et du transport rémunéré de personnes. S'il vous plaît, pas de commentaires encore. Vous connaissez les règles. Madame la députée de Mercier, à vous la parole. Un blocage, 221 articles en 3 jours. Moi, j'appelle pas ça un blocage. Il y a des ministres même qui rêvent que leur projet de loi chemine aussi vite. Moi, je fais mon travail de député et quand je le fais, je n'ai qu'une seule chose en tête. C'est pas Uber, c'est le bien commun. C'est grâce à ce travail qu'on a trouvé un amendement dangereux avant hier et le ministre l'a reconnu qu'il a fait une grosse erreur. Au lieu de nous imposer un bâillon, peut-il nous donner des informations dont on a besoin pour prendre une décision éclairée? Je demande toujours de vous adresser à la présidence. Monsieur le ministre, à vous la réponse. Monsieur le Président, j'impose rien. Je vais à la vitesse des oppositions. Et je suis extrêmement pragmatique. J'ai même adopté un amendement du Parti québécois hier soir. Vous ne l'attendiez pas, hein? Je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Alors, je suis resté pragmatique du début à la fin. Il reste 7 articles. J'ose croire que d'ici 13 heures, j'aurai la collaboration des députés de l'opposition pour être capable de terminer l'étude détaillée après 115 heures de débat et que cet après-midi, on pourra adopter la loi avec le consentement des oppositions pour adopter la prise en considération et l'adoption finale au bénéfice de l'industrie du taxi qui, soit dit en passant, attendent aussi, ils souhaitent un paiement et de la compensation de 800 millions qu'ils recevront. Deuxième complémentaire. La parole n'appartient qu'à la députée de Mercier. Votre collaboration tous, s'il vous plaît. Le ministre ne répond pas à la question. Ce que je lui demande, c'est de rendre le rapport du projet pilote qu'il nous le remette. Le ministre qui est en train de nous dire, c'est qu'on n'aura pas de rapport. Est-ce que c'est ce que je comprends, puis qu'on va voter le projet de loi aveuglément sans avoir le rapport? C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est comme s'il nous dit, prenez un Uber, puis vous savez pas où est-ce que vous en allez. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ce projet pilote. Il est minuit moins 1. Est-ce que le ministre, je vais répéter ma question, est-ce qu'il peut dévoiler son rapport aujourd'hui? Monsieur le ministre des Transports.
Ce que souhaite Québec solidaire, c'est de faire le procès d'une société. Moi, je ne suis pas ici pour faire le procès d'une société. Je suis là pour parler au nom de toutes les entités. Désolé. Si on cherchait dans le dictionnaire la définition de procès d'intention, le ministre des Transports vient de nous en fournir une belle. On doit tous être prudents, Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre des Transports, nous poursuivons votre réponse, s'il vous plaît. Oui, donc, encore une fois, je le disais, on souhaite, du côté de l'opposition, bloquer le projet de loi. On l'a vu depuis hier soir. On a très bien travaillé depuis lundi dernier. Il nous reste que 7 articles. Je demande juste la collaboration des oppositions pour qu'on puisse terminer l'étude détaillée d'ici 13 heures. Il est vrai que, soudainement, on est allé en accéléré depuis lundi. Je leur dis merci, je leur dis bravo. Je continue d'être pragmatique. Peut-être qu'on aura des amendements additionnels d'ici 13 heures adoptés. On verra ce que les oppositions dévoileront d'ici 13 heures, mais à la fin, je pense qu'on peut adopter la loi d'ici 18 heures. Question principale. Madame la députée de Saint-Laurent. En parlant de blocage, Monsieur le Président, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à mon vis-à-vis, le ministre de l'Éducation. Maintenant, 4 ans, c'est sûr, on a tenté d'inviter le plus d'experts possible. Ceux qu'on a entendus souvent, il y avait un refus d'écoute. Et maintenant, avec le projet de loi qui porte sur l'abolition des commissions scolaires, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour voir une levée de bouclier. Et la réaction du ministre m'a semblé, comme d'habitude, peu d'écoute. C'est comme s'il était bloqué, puis je me demandais pourquoi il ne voulait pas écouter. OK, Fédération des commissions scolaires, je comprends pourquoi il ne veut pas vraiment les écouter. Il a déjà dit que c'était un caillou dans son soulier. Mais quand même, la Fédération autonome de l'enseignement, c'est ses anciens frères d'armes, puis ils les écoutent pas. Puis je me suis dit, bien, pourquoi? Puis j'ai cherché à comprendre. Finalement, j'ai trouvé. C'est qu'en fait, il ne s'écoute même pas lui-même. Il y a quelques années, quand il était lui-même porte-parole de l'opposition, il disait que ça prenait un dialogue très long avec les membres pour faire une réforme aussi importante. Il fallait écouter les enseignants, les directions d'école et les experts. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je suis bien content que ma collègue y aille sur la transformation des commissions scolaires en centres de services scolaires. Ça va nous permettre de diminuer la bureaucratie, d'épargner 45 millions. En fait, on ne va pas l'épargner, on va le réinvestir en services directs aux élèves. Et Dieu sait qu'on a besoin, même si on a investi beaucoup dans la dernière année pour ajouter des centaines de professionnels, on en a besoin encore plus. On a besoin de faire une décentralisation. Ma collègue dit qu'il faudrait attendre encore davantage. Eh bien, on a consulté, on a écouté, on a fait des tournées. Depuis maintenant 4 ans que je suis titulaire des dossiers d'éducation, alors que j'étais de l'autre côté de la Chambre, on a rencontré tous les experts et la meilleure des décisions à prendre, puis les Québécois sont rendus là, c'est de tourner la page sur les élections scolaires, de tourner la page sur les commissaires scolaires, d'avoir une gouvernance qui est allégée, performante, efficace. Je sais, on est moins habitué à ça de l'autre côté, mais allégée, performante, efficace pour le plus grand bénéfice de nos élèves. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Ici, il est question de centraliser les pouvoirs ici, à Québec, au complexe G, auprès des fonctionnaires, loin, loin du terrain, loin de ceux qui prennent les décisions. Il voulait valoriser la fonction d'enseignement. Pourtant, la FAE lui dit clairement, vous nous avez insultés. Vous nous donnez des amendes, pas de l'aide. Alors, au lieu de s'écouter lui-même, est-ce qu'il est prêt à écouter d'autres personnes, son réseau, ses partenaires? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'est un des épouvantails agités fréquemment, c'est le ministre de l'Éducation pourrait faire comme le précédent ministre de la Santé. Il pourrait centraliser. Il pourrait éliminer de la gouvernance régionale et nommer des administrateurs. On ne fera pas ce que les libéraux ont fait en santé. On ne va pas éliminer la gouvernance régionale. Dans le projet de loi, à aucun moment il est prévu que le gouvernement ou le ministre nomme les administrateurs, nomme le directeur général ou la directrice générale. C'est pas là qu'on va. On a appris des leçons. On vous remercie d'avoir commis ces erreurs. Ça nous permet de ne pas les répéter. S'il vous plaît, deuxième complémentaire. La parole appartient à la députée de Saint-Laurent. Vous avez tellement appris que vos partenaires le disent que la réforme Barrette, c'est du bonbon par rapport à votre réforme à vous, parce que vous allez vous approprier des pouvoirs que vous n'avez jamais eus. Il va devenir le ministre de l'Éducation le plus puissant en Occident. Mais le premier ministre a déjà dit que l'éducation... est... S'il vous plaît, d'abord, 2 éléments. Encore une fois, votre attention dans cette période de questions. Secondo, on appelle les noms. Vous savez, la réforme du ministre de la Santé. Vous connaissez la règle également et vous ne vous interpellez pas. Vous vous adressez à la présidence. Le premier ministre a dit que ça coûtera ce que ça coûtera, mais c'est pas juste une question d'argent. La discorde, ça a un coût. La chicane, ça a un coût.
La dévalorisation de la profession d'enseignement, ça a un coût. Est-ce que ça, vous l'avez budgété ou c'est comme d'habitude, on verra, puis ça coûtera ce que ça coûtera? Monsieur le ministre de l'Éducation, à vous la parole. C'est vrai que la discorde, les coupures, les mauvaises décisions, ça a un prix. Ils l'ont payé chèrement à la dernière élection. Les Québécois les ont congédiés. Maintenant, j'ai un pouvoir comme ministre, celui de décentraliser. J'ai le pouvoir de renoncer à certains pouvoirs, celui de confier la prise de décision aux enseignants, aux directions d'école. Et c'est en toute confiance que je remets la prise de décision pédagogique entre les mains de ceux et celles qui connaissent les élèves par leur nom. Question principale, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le 17 septembre, jour de la rentrée parlementaire, ici à l'Assemblée nationale, le premier ministre a présenté ses grandes demandes aux partis fédéraux. Devant les caméras, il a réclamé une seule déclaration de revenus administrée par le Québec, l'assujettissement des entreprises de compétences fédérales à la loi 101, l'engagement de ne pas contester la loi sur la laïcité de l'État, ainsi que les pleins pouvoirs en immigration. À l'abri des caméras, le premier ministre a ajouté d'autres demandes à cette liste dans une lettre de 4 pages adressée à chacun des partis canadiens. Je les énumère rapidement. Des évaluations environnementales 100% québécoises, l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser et l'augmentation de la contribution fédérale en matière de santé et de programmes sociaux. Aujourd'hui, c'est maintenant la dernière journée de la session avant l'élection. L'heure est donc au bilan. J'aimerais savoir si le premier ministre est satisfait des réponses des chefs de partis canadiens à ces demandes. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, en effet, j'étais présente avec le premier ministre au moment où on a fait part des demandes du gouvernement du Québec, des priorités plutôt du gouvernement du Québec et des attentes que nous avions envers les différents chefs de partis fédéraux. Donc, effectivement, c'est l'heure du bilan, mais ce n'est pas nous qui allons le faire aujourd'hui, Monsieur le Président. La raison pour laquelle nous avons exposé nos attentes, c'est pour amener les chefs à se prononcer. Il y aura d'ailleurs, je pense, un autre débat ce soir. Les chefs le feront. Les Québécois pourront juger s'ils sont satisfaits ou non des réponses des différents partis en élection fédérale sur les priorités des Québécois qui sont également les nôtres, Monsieur le Président. Commentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je ne veux pas être pessimiste, mais à suivre la campagne, c'est pas mal parti pour beaucoup de demandes, dont celle de l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser. Le professeur Éric Montigny a fait la recension des promesses des partis canadiens et tous ceux qui aspirent à gouverner le Canada ont fait des promesses qui empiètent sur les compétences du Québec. J'aimerais donc savoir, Monsieur le Président, si le gouvernement trouve encourageant pour ces négociations futures de voir que l'essentiel de la campagne fédérale se fait en annonçant des empiètements sur nos compétences. Madame la ministre de la Justice. Alors, Monsieur le Président, je vais réitérer la même position, la même réponse. Nous allons suivre de très près, effectivement, et nous suivons de très près la campagne électorale, mais nous allons laisser les Québécois juger du contenu des réponses et des prises de position des différents chefs des partis fédéraux. Toutefois, après le 21 octobre, nous serons là, Monsieur le Président, pour continuer à défendre les compétences du Québec, mais toujours dans l'intérêt des Québécois. Parce que pour nous, être nationaliste, c'est de mettre les intérêts des Québécois d'abord et avant tout, et c'est ce que nous faisons. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, justement, moi, je salue ça. Le Québec a fait ses devoirs, a listé ses demandes, mais malgré ça, le 22 octobre, on risque de se réveiller avec un gouvernement canadien qui soit va vouloir forcer le passage du pétrole de l'Ouest sur notre territoire, soit va s'engager à contester les choix de la nation québécoise en contestant nos lois. Heureusement, au moins, avec un fort contingent de députés du Bloc, on pourra tenter d'empêcher ça, mais au final, ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose de burlesque dans cette fédération? Madame la ministre de la Justice. Alors, Monsieur le Président, je ne partage pas le pessimisme de ma collègue de Marie-Victorin sur nos relations avec le gouvernement fédéral. Dans la dernière année, nous avons fait énormément de progrès, entre autres pour la compensation des demandeurs d'asile. Nous avons obtenu 250 millions. C'est même plus que ce que le gouvernement précédent demandait. Nous avons obtenu le processus de nomination du juge québécois à la Cour suprême. Nous avons obtenu plus de 5,4 milliards de dollars dans le domaine de l'emploi et de la formation de la main-d'œuvre. Alors, nous allons continuer de travailler de la même façon, peu importe le prochain gouvernement, nous serons là pour les Québécois. Question principale, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pendant des années, la CAQ a demandé le remboursement des trop-perçus d'Hydro-Québec. Lors de leur arrivée, au gouvernement, ils ont même renié leurs promesses et le premier ministre disait même, et je cite, « Il n'a jamais été question de rembourser 1,5 milliard d'argent d'Hydro-Québec. » Il faut comprendre que si l'on disait qu'Hydro-Québec, vous devez rembourser 1,5 milliard, il y aurait 1,5 milliard de moins dans le budget du Québec. Encore pire, Monsieur le Président, après des années à entendre votre collègue, la vice-présidente de l'Assemblée nationale,
député de Saint-Hyacinthe se lever ici même en Chambre, de ce côté de la Chambre, dire au gouvernement qu'il fallait rembourser. Le ministre a même dit, il y a de cela un mois, que ça n'existe pas, le concept des trop perçus. J'espère que le ministre se rend compte du ridicule de la situation. Maintenant, ça fait des semaines que le ministre de l'Énergie doit subir les critiques de toutes parts concernant le projet de loi 34 qui fait la sourde oreille. Le ministre et le gouvernement sont totalement isolés. Est-ce qu'il peut admettre finalement l'improvisation caquiste sur ce projet de loi 34? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Le ridicule de la situation est effectivement causé par un mécanisme non appliqué dans le passé d'écart de rendement qui a fait en sorte que les Québécois, que la clientèle d'Hydro-Québec, en réalité, a payé trop cher son électricité. Nous, le projet de loi 34 vise effectivement à retourner de l'argent à l'ensemble de la clientèle. On n'a jamais pris l'engagement, dans le cadre financier, on l'aurait vu, de retourner les écarts de rendement passés. Mais on applique dans le PL 34 un mécanisme qui permettra une chose, retourner dès la première facturation le compte de réserve de plus de 500 millions. Deux choses, retourner en fin de compte par un gel tarifaire une augmentation qui a été indue dans le passé. Et troisième chose, on va donner de la prévisibilité à la clientèle avec une augmentation à l'inflation. Mais le plus important, Monsieur le Président, dans le projet de loi 34, c'est qu'on transfère le risque à Hydro-Québec. On a un système actuellement de tarification non performant qui n'assure pas l'efficience d'Hydro-Québec. Dorénavant, c'est leur risque. En terminant, ils vont devoir se gouverner en conséquence avec la performance. Première complémentaire, la parole n'appartient qu'au député de Laval-des-Rapides. J'invite le ministre à laisser tomber les lignes des communiqués de presse d'Hydro-Québec et à répondre à la population. Vous savez, Monsieur le Président, lorsque la CAQ était dans l'opposition, les regroupements des consommateurs appuyaient totalement leur démarche concernant les remboursements des trop perçus. Mais aujourd'hui, ils s'unissent contre le projet de loi caquiste. D'ailleurs, l'ensemble des députés de la CAQ ont reçu dans les derniers jours une communication du directeur général d'Options consommateurs leur demandant, une fois de plus, d'inviter leur ministre à répondre à la population et à retirer le projet de loi 34. Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Écoutez, Monsieur le Président, mon collègue de Laval-des-Rapides, en réalité, nous prête des intentions. Et autre chose, c'est ça fait des semaines qu'on discute, lui et moi, du projet de loi 34. Jamais il ne va sur le contenu. Jamais il ne va sur les données. En réalité, il persiste sur des anciens débats. C'est vrai que le Parti libéral en a bavé en suspendant le mécanisme d'écart de rendement pour le remboursement. Dans un principe de rigueur financière, ils ont gardé l'argent et effectivement, la population s'en souvient. Nous, on apporte un mécanisme qui corrige la situation, qui retourne 500 millions minimum à la clientèle dès janvier et qui fera en sorte, après le gel, d'avoir une tarification prévisible. C'est le PL 34. Deuxième complémentaire, la parole appartient au député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, le 3 octobre dernier, le premier ministre a rajouté une couche au ridicule du projet de loi 34 en disant « Je trouve que c'est assez spécial que le Parti libéral, qui supposément est pro-environnement, demande de baisser les tarifs d'électricité, donc de donner des incitatifs à gaspiller l'électricité. » Je termine la citation. Ce que le premier ministre dit dans le fond, c'est que préparez-vous tous, vous allez tous payer plus cher dans le futur. Est-ce que le ministre peut faire la même chose et avouer aux Québécois qu'avec le projet de loi 34, ce sont les Québécois qui vont passer au cash? Monsieur, s'il vous plaît, la parole appartient au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, mon collègue de Laval-des-Rapides chante toujours la même ritournelle. Avec le gel et avec une hausse à l'inflation pour les 4 années suivantes, quand on regarde l'historique, quand on prend ce modèle-là et on retourne en réalité dans les années antérieures, jamais la hausse tarifaire sur une base de 5 ans aurait été aussi faible que celle proposée par le PL 34. Ça, c'est la vérité. Les 5 dernières années, l'inflation a été à 5,2 %, la hausse tarifaire a été de 5,6 %. Et avec le PL 34, elle aurait été encore moindre que l'inflation, puisqu'on a un gel en 2020. Ça, il faut reconnaître que dans le passé, si on avait appliqué, en fin de compte, cette règle-là, sur les 15 dernières années, la clientèle aurait payé 2,4 milliards de moins. Question principale. Madame la députée de Vaudreuil, à vous la parole. Alors, presque 6 mois depuis le bris de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Des sinistrés doivent être parmi nous ce matin. Permettez-moi de lire leur correspondance et je cite une représentante. Après échange avec notre groupe, il y a revirement de situation. Nous ne viendrons pas à Québec. D'abord parce que plusieurs d'entre nous sont épuisés. Le travail, la famille, les rénovations, les inquiétudes.
Mais au-delà de ces casse-têtes, nous pensons qu'il appartient au premier ministre de venir nous voir, qu'il lui revient de se déplacer pour venir voir de ses propres yeux dans quoi nous vivons depuis les derniers mois, et non à nous d'aller à lui. D'ailleurs, comment pourrait-il justifier un programme spécial sans jamais nous avoir rencontrés? » Fin de la citation. Monsieur le Président, c'est le gros bon sens. Comment justifier un programme spécial sans jamais avoir rencontré les sinistrés? Est-ce que le premier ministre va rencontrer, oui ou non, les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Bien, c'est la même question que la semaine dernière. Alors donc, je vais offrir la même réponse. Nous sommes conscients de la situation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Nous avons rencontré les citoyens en question. La députée le sait très bien pour la simple et bonne raison que je les ai rencontrés en sa présence et en la présence de la députée d'Acadie. Le premier ministre les a rencontrés, ma collègue des Affaires municipales les a rencontrés, ma collègue ministre responsable des Laurentides les a rencontrés et possiblement même mon collègue aussi de Deux-Montagnes. Alors donc, nous avons rencontré ces citoyens, c'est la raison pour laquelle nous sommes bien au fait de la situation. Mais comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, sur un total d'environ 1400 dossiers reçus de la part de familles de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour des demandes d'indemnisation, nous en avons traité plus de 80% déjà avec un premier versement d'aide financière. Il en reste un petit peu plus de 200. Et pour ces dossiers-là, on est en discussion avec les familles parce qu'on attend des informations de leur part pour pouvoir justement continuer le traitement des dossiers. On va beaucoup plus vite qu'auparavant, Monsieur le Président. Ça, c'est bien connu grâce à notre nouveau programme d'indemnisation, chose que le gouvernement libéral s'est toujours refusé à réformer dans le passé. Alors, on travaille très fort, Monsieur le Président. Première complémentaire, je pense qu'on veut tous être attentifs à la question de la députée de Vaudreuil, à la collaboration de tout le monde. Beaucoup de compassion. Madame Sabourin nous écrit « Le premier ministre brandit des statistiques pour dire qu'il nous vient en aide adéquatement, mais c'est faux. La vérité, c'est que ma famille et ma communauté n'arrivent pas à remonter la pente et à s'en sortir. La vérité, c'est qu'on nous envoie une aide si mince en comparaison à tout ce que nous avons perdu qu'elle ne nous permet pas de reprendre le contrôle de nos vies. Monsieur le Président, comment justifier un programme spécial sans avoir d'abord rencontré, entendu les sinistrés? Madame la ministre de la Sécurité publique, la parole vous appartient à vous seule. Oui, bien, Monsieur le Président, comme j'ai dit, on est très attentif à la situation à Sainte-Marthe, mais je me demande bien où était ce grand intérêt de la députée de Vaudreuil pour les sinistrés en 2017 et à la suite de 2017, alors qu'à notre arrivée, on a récolté une foule de dossiers pas réglés depuis 2 ans à cause de leur inaction en matière de sécurité civile. Donc, c'est facile de se lever aujourd'hui puis d'essayer de faire de la politique avec des situations qui sont tristes. S'il vous plaît, Monsieur le leader de l'opposition officielle, votre silence et votre collaboration, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans un contexte où des citoyens sinistrés à bout écoutent la ministre se faire dire qu'on fait de la politique en étant leur porte-voix, Monsieur le Président, il faut rappeler à l'ordre la ministre et qu'elle retire ses propos. Monsieur le ministre, Monsieur le leader du gouvernement, rapidement. Bon, dans un premier temps, Monsieur le Président, il n'y a personne qui peut attaquer le travail exceptionnel qui a été fait par la députée de la ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, s'il y a bien quelqu'un qui prend à cœur l'intérêt des personnes qui ont été sinistrées, Monsieur le Président... S'il vous plaît. Okay. Je pense que ce qui est important à ce moment-ci, c'est de laisser la ministre poursuivre sa réponse. Je vous demande votre attention, Madame la ministre. Poursuivez votre réponse. Oui, et comme je le disais, se lever aujourd'hui puis tenter de faire de la politique avec des histoires tristes. J'ai pas le droit de dire ça. Non, mais écoutez, j'ai compris, monsieur. Je vous demande, on est en fin de période de questions, d'être prudent sur les propos, les intentions, la façon de dire. Je pense qu'il y a une réponse que l'on attend, Madame la ministre. Je demande votre collaboration également. Donc, rapporter des situations à des fins, disons, qui ne sont pas très nobles. Non, c'est un peu... Non, s'il vous plaît. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, à 3 reprises, puis vous voyez, je me lève pas trop souvent, mais à 3 reprises, là, en ligne, la ministre prête des intentions, c'est 35-6. Rappelez-la à l'ordre. Non, davantage. Madame la ministre, merci, Monsieur le leader du gouvernement, je vous demande de retirer ces propos. Et très honnêtement, je vous demande de le faire, s'il vous plaît, de votre collaboration, pour ensuite poursuivre votre réponse, s'il vous plaît. Madame la ministre. Madame la ministre, réponse à votre question. Madame la ministre.
répondre. Monsieur le Président. Monsieur le leader du gouvernement, je viens de vous dire que ce n'est pas acceptable, ça implique des motifs indignes. Je demande le retrait à la ministre, c'est ce que je demande. Allez, rapidement. Est-ce que le fait, juste pour bien comprendre, là, les termes pas nobles, ce sont des termes qui sont à l'index? Est-ce que c'est la compréhension? Donc, monsieur le leader du gouvernement, je viens de vous le dire, je pense que je le dis, je vais le dire assez clairement. C'est imputer des motifs indignes. Je demande le retrait à la ministre et sa collaboration. Madame la ministre. Donc, je retire le fait que ce ne serait pas noble, mais est-ce que je peux à tout le moins dire que c'est à des fins partisanes? Non. OK. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, pour la 4e fois, elle récidive. Vous avez rendu une décision, l'article 41, une fois que vous avez rendu votre décision, elle n'est pas discutable. La ministre doit retirer ses paroles et pas en rajouter une autre couche par la suite. Et on termine, monsieur le leader du gouvernement, très rapidement. Monsieur le Président, la ministre de la Sécurité publique répond à votre demande. C'est pas à chaque fois que ça ne fait pas l'affaire du leader de l'opposition officielle que, Monsieur le Président, il doit interpréter votre décision. Bon, OK. Ce n'est pas l'attitude que je souhaite ici. Je pense que ce n'est pas l'attitude que nous souhaitons ici. Je regarde, moi, ce que ça donne. Ça ne me plaît pas. Je pense également qu'on a un devoir à l'endroit des citoyens et citoyennes qui nous regardent. Répondre aux questions, c'est une chose, ne pas imputer de motif. Je pense que j'ai demandé la collaboration, puis l'attitude que je souhaite, ce n'est pas celle que je vois maintenant. Ceci met fin à la période de questions et de réponses orales. J'aborde maintenant la rubrique réponses différées. Madame la ministre, le responsable des aînés et des proches aidants répondra maintenant à une question posée le 8 octobre dernier par Madame la députée de Westmount-Saint-Louis concernant le programme de soutien à la famille. Madame la ministre responsable des aînés et des proches aidants, la parole vous appartient. Nous sommes tous attentifs dans un esprit de saine attitude. Merci, Monsieur le Président. Je suis extrêmement sensible aux familles qui ont des enfants en situation de handicap ou des adultes dans des familles qui vivent avec un handicap. Vous le savez, j'ai reçu une lettre qui a été déposée par la députée de Westmount-Saint-Louis. Il faut que je vous parle de chronologie. Cette lettre est en date du 10 juin. Effectivement, la famille de Gabriel subit une diminution de son montant de subvention. Notre annonce, le communiqué, est en date du 11 juin. On a fait une annonce pour rehausser de 100 $ chaque personne qui recevait cette prestation du soutien aux enfants, plus 3 600 familles qui étaient en attente. Donc, ça, c'est le 11 juin. Donc, là-dedans, il n'y a pas de coupure, il y a une augmentation. Le 16 septembre dernier, la PDG, entre autres, du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, a reçu cet avis, comme tous les présidents directeurs généraux des CIS et des CIeux, qui parlent de bonification et de desservir les usagers dont la famille est actuellement en attente et, d'autre part, pour rehausser le montant alloué aux familles qui reçoivent déjà du soutien. Madame la députée de Westmount-Saint-Louis, pour votre question complémentaire, la parole n'appartient qu'à vous. Je remercie la ministre pour sa réponse, sauf qu'on parle des programmes différents. Oui, peut-être en chronologie, on a un laps, sauf que les coupures qui viennent de CLSC, c'est pas du tout la même affaire que le 100 $ qui était promis. Ils sont toujours en attente. Vous avez fait beaucoup de promesses comme gouvernement auprès des familles, des enfants mineurs et majeurs qui sont lourdement handicapés. Alors, je vous demande de tenir ça en compte. J'ai l'intention de me lever chaque fois en leur nom pour leur faire entendre leur voix parce qu'il y a des mois puis des mois de déception. Je demande de vous adresser toujours à la présidence. Madame la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Monsieur le Président, la question qui a été posée, c'était par rapport au soutien aux familles et le 7,8 millions de dollars et leur rehaussement de 100 $. Ce que je dis, la lettre en date du 10 juin, c'était à l'époque où le programme de soutien aux familles avait été géré par le précédent gouvernement.
Notre gouvernement, quand on a fait une annonce, on a rehaussé de 100 $ l'allocation pour plus de 22 000 familles en attente et 3 600 familles qui n'avaient jamais obtenu une allocation. Je pense qu'on tient notre parole et en plus, dès vendredi, il y a une directive qui s'en va dans tous les PDG des CIS et des CIUS, comme quoi il n'y aura jamais de coupure. En terminant, merci. Je peux déposer les documents? Oui, je demande consentement pour les dépôts de documents. Consentement, alors les documents seront déposés. Je cède maintenant la place à Mme la vice-présidente pour la suite des affaires courantes.